Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Le référendum sur le Brexit, c'est dans 15 jours maintenant, ça approche. Être ou ne pas être dans l'Europe, qu'est-ce que ce scrutin vous inspire et qu'est-ce qu'il nous dit au fond de l'état de l'Union aujourd'hui? Pour en débattre autour de cette table, Isabelle Thomas, bonjour. Vous êtes députée socialiste et démocrate. Karima Delli, députée vert ALE, n'oublions pas, et puis Patrick Le Yarrick, Gauche unitaire européenne. Merci à vous d'être là. J'ai envie de vous poser une question comme ça, initiale, peut-être un peu abrupte. Est-ce que ce sujet vous préoccupe, ce sujet du Brexit? Est-ce que vous y voyez des enjeux importants à l'heure actuelle? Ou est-ce qu'au contraire, vous considérez que tout ça, c'est beaucoup de bruit pour rien finalement? Comment vous envisagez cette échéance qui arrive là? Isabelle Thomas. Finalement, Cameron aura eu l'audace de poser la question de l'avenir de l'Europe au moins. Lui, il y voit un grand marché. C'est l'ancien Premier ministre Di Rupo qui disait l'autre jour dans une réunion, quand Cameron au Conseil parle de l'Union européenne, il ne dit jamais l'Union européenne, il dit single market. Voilà. Donc lui, c'est clair, les choses sont claires. D'ailleurs, elles le sont dans les propositions qu'il fait. Lui, il veut un marché unique, point barre. Et il a une vision extrêmement libérale. Mais au moins, il a le mérite de dire ce qu'il veut. Le problème, c'est que parmi les Européens, c'est quoi le projet? Ceux qui ne sont pas seulement pour un marché unique, ceux qui sont pour la solidarité, ceux qui sont pour des frontières européennes, que ce soit d'ailleurs du point de vue commercial ou du point de vue On y reviendra peut-être en détail sur ces aspects-là. Simplement, en tout cas, au moins, oui, parce que du coup, il nous oblige, enfin en tout cas moi c'est ma vision, il nous oblige à nous poser la question, et nous, qu'est-ce qu'on veut? Et le problème qu'on a, c'est qu'au moment où il a posé le débat, personne ne lui a vraiment répondu. Et il va falloir le faire après le référendum. Bien sûr. Karima Delli, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que ça vous inquiète? Moi, ça me passionne. Ça me donne l'idée de l'état de l'Union, le rapport de force que Cameron enclenche au sein de l'Union européenne, alors qu'il n'est ni dans la zone euro, ni dans Schengen. Il impose sa vision souverainiste, la première chose, en disant je fais mon marché parce que oui, j'ai besoin du marché. Le problème que j'ai, il est de deux ordres. Le premier, je trouve ça hallucinant que Cameron, qui vient à Bruxelles et qui dit « je n'aime pas Bruxelles, mais je préfère le Royaume-Uni », on a en face des chefs d'État avec une position qui est hallucinante. Personne ne bronche, quoi, en gros. Voilà. On ne dit rien, oui. Alors qu'ils sont tous en train de défendre le projet européen, de dire qu'il faut qu'on avance, etc. Face à ça, ils ne disent rien. Moi, ce dont j'ai peur, c'est les conséquences qui vont être dramatiques sur le plan économique. Moi, je considère qu'aujourd'hui, et certains le disent, si l'Angleterre sort de l'Union européenne, elle va perdre 6 points de PIB. Mais tout le monde dit « oh, c'est pas grave, c'est le Royaume-Uni ». Non, c'est toute la zone euro qui sera touchée, puisque par exemple, les Allemands vont perdre 9 milliards d'euros dans leur l'échange de marchandises, la France sera 3 milliards d'euros, etc. Ça, c'est le fait économique. Mais c'est surtout le fait politique. Vous vous rendez compte? Si le Brexit marche, les eurosceptiques vont crier victoire, on aura un effet boule de neige où de plus en plus d'États vont dire eh ben, nous aussi on veut notre référendum. Et donc, quelque part, on est en train de déconstruire ce qu'on a mis des centaines d'années là pour construire l'idée européenne. Et donc là, je dois le dire très clairement, la responsabilité face à ce choc que va être le Brexit, c'est la responsabilité des chefs d'État, mais aussi des chefs qui sont aux têtes des institutions. Parce que je trouve ça regrettable. On n'a pas entendu nos commissaires faire campagne. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait campagne? Où était M. Juncker? On a que c'est Obama et la classe extérieure, la Chine, etc., qui disent qu'il faut rentrer. À un moment, la question du Brexit va revenir sur un mot d'ordre très simple. Comment on refait de la démocratie européenne en Europe? Donc on est bien là sur un moment de vérité central, crucial pour l'Europe. Patrick Le Yarrick, qu'est-ce que vous en pensez, moi, je crois qu'il y a là un effet ou un contre-effet de la crise qui est en train de vivre l'Union européenne aujourd'hui, le type de construction européenne actuelle. Secondement, il ne faut pas oublier que pour pouvoir faire ce référendum, qu'il est peut-être contraint de faire à cause de la demande populaire en Angleterre, ce n'est pas tout à fait la même situation en Écosse et en Irlande. L'Irlande perdra beaucoup et l'Écosse aussi, ils n'y sont pas très favorables. Mais
pour répondre à ça, le Conseil européen a décidé quand même de dispositions à la carte, alors que déjà le Royaume-Uni a des dispositions à la carte. C'est-à-dire, on a donné au Royaume-Uni, à M. Cameron, tout ce qu'on a refusé comme possibilité autonome à Alexis Tsipras. Et Alexis Tsipras, il a fait l'objet d'une campagne violente des institutions internationales et des institutions européennes, alors que pour Cameron, il n'a que des félicitations, semble-t-il. Troisièmement, dans ce qui a été donné, c'est quand même la voie, la préservation quand même du business et des intérêts de la City de Londres. Et donc on est quand même sur quel que soit le résultat, on est sur une construction européenne ultralibérale, une construction européenne pour la finance contre les peuples. Il n'est pas dit qu'en sortant de l'Union européenne, le peuple anglais, et c'est encore plus vrai pour les Irlandais. J'ai entendu ce week-end un dirigeant du Sinn Féin expliquer pourquoi il était contre le Brexit. C'était très révélateur, c'était très éclairant. Le peuple irlandais et vraisemblablement le peuple écossais, mais aussi les travailleurs anglais, ils perdront quoi qu'on en pense par ailleurs. On revient sur ce que vous disiez peut-être pour développer l'idée que vous commenciez à aborder tout à l'heure, Isabelle Thomas. Finalement, bon, qu'est-ce qui le pousse à faire ça à l'heure actuelle? Alors on vient de le dire, vous venez de le dire tous les uns les autres partiellement. Il y a évidemment, au sein même de son groupe, il est poussé à ça. Cette poussée ultralibérale qui se conjugue, on pourrait dire, avec l'euroscepticisme galopant malgré tout. Rappelons-nous, enfin, on est ici au Parlement européen, on sait qu'il y a 24 députés de l'équipe qui sont ici. Donc, est-ce que c'est ces deux mouvements-là qui se conjuguent pour donner cette situation à risque à l'heure actuelle? En gros, une situation qu'on va retrouver dans d'autres pays à l'heure actuelle en Europe, montée des eurosceptiques, des extrémistes, et par ailleurs une espèce de poussée ultralibérale qui fait qu'un Premier ministre libéral peut se permettre d'y aller, avec le risque que ça présente par ailleurs. Non, mais ça a été dit, Karima l'a dit, il est clair qu'il y a une poussée nationaliste et qu'elle a été instrumentalisée en réalité. Alors à la fois il est sous la pression, mais à la fois Cameron l'a très bien instrumentalisé, comme l'a dit Patrick Le Garrigue, pour additionner encore des exceptions, ce que n'a pas eu, comme c'était dit la Grèce, additionner des exceptions sur le plan de la finance et de la régulation de la finance, mais aussi, encore, je ne sais pas ce qui est le plus grave des deux, mais aussi des exceptions sur le social. Sur la question sociale. Et sur cette question-là, d'ailleurs, il faut bien prévenir les choses. Le Parlement aura son mot à dire à l'issue. C'est-à-dire que le président du Conseil a beau avoir donné tous les feux verts à David Cameron sur le fait que, soi-disant, le Royaume-Uni pourrait ne pas attribuer les mêmes droits sociaux aux ressortissants britanniques qu'aux autres ressortissants européens, c'est quand même extrêmement grave. Une nouvelle exception, un nouveau traité additionnel. Mais cette question-là, elle devra passer par les fourches codines, que j'espère très acérées, du Parlement européen. Cet accord-là, il n'est pas concevable, il n'est pas acceptable. Donc effectivement, il a à la fois subi, mais il a aussi utilisé de manière habile le nationalisme pour essayer de gagner des pans sur le libéralisme qui se résume entre, d'une part, pas de régulation financière, et de l'autre, par contre, des exceptions contre toute solidarité, toute prestation sociale supplémentaire, etc. Donc oui, on en est là. Donc il y a une habileté de la part de David Cameron aussi. Il n'y a pas que la pression, il y a aussi une habileté. Bon, cependant, moi je partage ce qu'a dit Karima, ce qui m'interpelle aussi, c'est que derrière cela, si jamais les Britanniques, il n'y a pas d'ailleurs que les Écossais et l'Irlande du Nord, le Pays de Galles aussi. Pays de Galles aussi, oui. Mais si jamais les Britanniques, malgré tout, votent pour la sortie de l'Union, je pense que derrière, d'autres peuvent se révéler. La Pologne, qui est... les pays de l'Europe centrale. On va revenir sur ces conséquences, si vous le voulez bien. Karima Delli, sur cette question-là, cette question de la poussée
extrémistes de droite eurosceptiques et en même temps cet ultralibéralisme, on s'aperçoit que, on vient de le dire il y a quelques secondes, les institutions européennes sont assez molles, pour le dire comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi par rapport à ce qui se passe, et le Parlement. Le Parlement, dans sa grande majorité, malheureusement, n'a pas beaucoup de pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que... Et c'est là où on a un vrai travail de pédagogie à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que les chefs d'État, comme les États, même les peuples, doivent comprendre qu'on ne peut pas s'en sortir individuellement. Si on veut que ça avance, c'est tous ensemble. Et là, on est dans un paradoxe totalement incroyable, puisque David Cameron, qui est coincé, il faut le rappeler, parce que ça, je pense qu'on ne le matraque pas assez, mais il est coincé avec son extrême droite et les eurosceptiques avec UKIP, et lui, la seule porte d'entrée, de sortie qu'il trouve, c'est... Mais ça, c'est intéressant. La seule sortie qu'il trouve, c'est de taper encore sur l'Europe bouc émissaire, sans régler les problèmes internes. Mais il a très bien joué, quelque part, Cameron. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de contraintes, contrairement parce que Isabelle faisait la comparaison et Patrick aussi avec la Grèce. Il ne fait pas partie de la zone euro. Il n'a pas de contraintes. Regardez la dette de la Grande-Bretagne. Elle est équivalente à la France. Elle ne doit des comptes à personne, ce qui est quand même fou. Les 3% du PIB de sa dette, personne ne lui tape sur les mains. Vous voyez les contraintes de cette zone euro. La deuxième chose qui est importante, moi je pense que le Parlement et les institutions européennes aujourd'hui ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Il y a un moment où il va falloir se dire, si on veut continuer la construction européenne, eh ben, ce sera une Europe à double vitesse. Il y a ceux qui veulent avancer sur une harmonisation sociale, une harmonisation fiscale. Il y en a qui veulent aller beaucoup plus loin, notamment en termes de budget. Ce n'est pas normal qu'on n'a pas la taxe des transactions financières. Il y a une volonté d'avancer et parallèlement, il y a notamment les pays de l'Europe centrale, hein, c'est la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la République tchèque et les Slovaques qui disent quoi? Qui disent mais bravo Monsieur Cameron, défendez la souveraineté. Parce que nous, si vous réussissez demain, eh ben nous aussi on fera un statut spécial et on reviendra à imposer plus de libéralisme, mais surtout plus de déréglementation. C'est ça qu'il faut dire, hein, au profit, contre ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire une Europe sociale, une Europe politique et continuer à avancer sur le projet européen. Patrick Loyeri, qu'est-ce que tout ce qu'on est en train de dire là, ça mène pas un peu maintenant une grande majorité et peut-être des groupes qui étaient ambivalents sur ces questions-là, une grande majorité des députés à se dire que finalement il faut quand même aujourd'hui défendre l'unité européenne, j'allais dire au sens classique du terme. Est-ce que ça plaide pour cette Europe-là malgré tout, j'allais dire? Non, Comment vous... non, ça ne plaide pas pour cette Europe-là. Oui, bien sûr, on s'entend, oui, bien sûr. En tous les cas, pas pour la destruction ou la sortie de l'Europe. Est-ce que l'exemple anglais, britannique, devient un exemple à ne pas suivre pour vous? Non, la question de fond qui est posée à tout le monde aujourd'hui, c'est comment crée-t-on des conditions pour transformer cette construction européenne? Parce que dans le cas du Royaume-Uni, le Royaume-Uni veut sa liberté, veut déréglementer, veut avoir la possibilité de pressurer encore le travail, par exemple, ou les droits sociaux, mais le Royaume-Uni n'a pas été privé de fonds européens. On connaît ce slogan de Mme Thatcher qui dit « Moi, il faut que j'ai plus d'argent que j'en retourne ». Donc, il n'a pas été privé de ça. Donc, la question qui est posée au fond, c'est que les fonds, même s'ils restent insuffisants aujourd'hui, les fonds qui sont utilisés aujourd'hui devraient l'être avec comme retour des progrès sociaux, des progrès économiques, des progrès démocratiques, des progrès dans les manières de produire, c'est-à-dire passer vers la transition environnementale dont on a besoin. Et donc la question, pour moi, n'est pas sortir ou pas. La question fondamentale qui est posée aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'une construction européenne, nous avons besoin de plus de solidarité européenne et même mondiale, entre nous soit dit, mais ceci ne peut pas se faire sur ces bases-là parce que les bases-là qui font qu'il y a un développement inégalitaire conduisent des groupes de gens
à refuser même l'idée de construction européenne. Et ça, c'est un peu dangereux aujourd'hui. Et au nom de cette idée, la facilité, c'est d'aller vers des forces nationalistes et extrémistes qui ne sont pas favorables aux travailleurs qui prétendent défendre. Mais est-ce que, selon vous, ce discours-là est audible en ce moment en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni? Est-ce qu'il y a des forces qui soutiennent, on sait, les travaillistes en partie, les syndicats? Les syndicats, parce qu'on ne l'entend pas tellement, ce discours-là, à l'heure actuelle, dans la campagne électorale. Les syndicats, Jeremy Corbyn a dit un certain nombre de choses intéressantes. Pour parler de ses positions. Les confédérations des unions au Royaume-Uni ont toutes appelé à voter in. C'est ça. Pourquoi? Alors en plus avec des arguments qui nous interpellent en tant que Français un peu, parce qu'ils disent aujourd'hui, finalement, compte tenu de la dégradation des droits sociaux au Royaume-Uni, eh bien finalement, l'Union européenne, enfin les directives et les niveaux de l'Union européenne nous stabilisent et nous empêchent de glisser, de continuer la dégradation des droits sociaux. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon. Et par ailleurs, effectivement, ils ne sont pas pour... Alors après, ils n'osent pas forcément le dire dans le débat. C'est aussi ça le sujet. Et ça rend un peu inaudible les choses parce que finalement, c'est toujours pareil quand on est... droite, gauche, syndicaliste et City, enfin en tout cas une partie de la City à défendre la même position, c'est sûr que ça n'aide pas à la clarification du débat. C'est souvent le problème dans les référendums, la simplification est toujours dangereuse. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas... mais pourtant ils le disent. Ils disent que finalement, au point où ils en sont arrivés, malheureusement, les directives européennes sont protectrices des droits sociaux. Et pour autant, je crois sincèrement qu'il y a énormément de Britanniques qui sont pour la construction européenne, mais c'est ce que dit Patrick Luyac, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire quoi être pour ou pas la construction européenne? Et la question qui nous est posée, c'est bien sûr par quels moyens, mais c'est d'abord est-ce que, oui ou non, on est fichu capable de construire, enfin d'avancer vers quelques victoires progressistes de gauche, on va dire pour simplifier, et notamment la question fiscale, la question sociale. Sur la question fiscale, il y a quelques avancées ces derniers temps, mais bon sang, est-ce qu'on est capable de montrer au peuple que oui, ça sert à quelque chose? Oui, on est en meilleure situation de les protéger que si on était seulement les États-nations. C'est ça la seule question. Est-ce qu'on peut faire cette démonstration? Et là, si on fait cette démonstration, on peut continuer. Si on n'arrive pas à faire cette démonstration... Et le problème, c'est qu'on est un peu au milieu du gué, quoi. Vous en parliez tout à l'heure, Karima Delli. Revenons-y peut-être sur ce scénario que vous ne souhaitez pas, que personne ne souhaite en ce moment. Quelles en seraient finalement les conséquences et qu'est-ce qu'on peut estimer? Parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus, bien entendu. C'est un des motifs, bien entendu, de campagne. On essaie d'envisager cette hypothèse-là pour s'en servir comme argument de campagne pour les uns et pour les autres. Qu'est-ce qui se passerait réellement? Ce serait une première dans l'histoire européenne. C'est-à-dire l'histoire européenne n'a fait que se construire. Là, on déconstruit. Donc symboliquement, c'est très révélateur. Je le rappelle simplement, d'un point de vue, puisqu'on fait allusion à ces statistiques, c'est la première fois qu'un pays qui appartient à l'Union européenne depuis 1973 remet en cause son appartenance. Il y a eu des référendums sur des aspects de la construction européenne, mais là, on est sur le fond. Symboliquement, c'est-à-dire la construction européenne s'est toujours construite. Et maintenant, on déconstruit. Symboliquement, c'est très fort parce que quand vous regardez l'ensemble des sondages, qui est assez intéressant, notamment de qu'est-ce que pensent les citoyens européens de ce Brexit qui ne sont pas anglais. Mais ça va de 60 à 80% des citoyens européens ne veulent pas que le Royaume-Uni sorte de l'Europe, ce qui est quand même assez révélateur, notamment de ces citoyens qui disent c'est notre histoire quelque part. C'est notre histoire. Alors, ce qui va être terrible, c'est qu'on va tomber dans 2 ans, puisque l'article 50 du traité de Lisbonne permet légalement, c'est la règle du divorce, voilà, de sortir de l'Europe. Mais ça va prendre 2 ans. C'est pendant ces 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? En termes institutionnels, est-ce que les députés européens, britanniques vont sortir? Le grand perdant de la farce, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est l'Écosse. L'Écosse qui a tout fait pour ne pas devenir indépendante, qui aujourd'hui, on lui dit vous allez sortir de l'euro. Et donc, peut-être que le 28e pays, ce sera l'Écosse. Oui, c'est ça. Et donc, pendant qu'il y en a un qui sort, l'autre va commencer à faire sa procédure pour entrer dans l'Union européenne. Ensuite, on aura vraiment toutes les questions de comment on fait pour
pour les commissaires européens, comment ça va se passer en termes budgétaires, comment ça va se passer. Et moi, je crois que ça va être la grande âme, c'est la question notamment sociale. Pourquoi? Actuellement, on a au Royaume-Uni 3 millions d'Européens. Sur les 3 millions d'Européens, on a beaucoup de travailleurs, notamment d'Europe centrale. Si demain, on bascule sur le fait qu'ils ne toucheront plus leurs indemnités, leur protection sociale, énormément de pays vont se lever en disant mais si nous, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que les citoyens britanniques qui vivent chez nous aient le même statut. Donc, vous voyez, on va créer des conflits en interne qui va être terribles. Et c'est pour ça que moi, je souhaite qu'on soit assez intelligent pour dire qu'on sorte ou qu'on ne sorte pas, la date du 23, il faut faire un appel solennel pour maintenant, il faut siffler la fin de la récré à l'Europe et de dire il est grand temps de créer, ce que moi je souhaite, les conditions pour une autre Europe et surtout de voir quelles sont les urgences. Parce que les urgences, on sait, c'est la question de l'emploi, c'est la question de ce poison qu'on appelle le dumping social, ce poison aussi qu'on appelle le dumping fiscal. Comment on fait pour être... Et là, il faut avoir le vrai débat. Est-ce qu'on veut une Europe fédérale ou est-ce qu'on règle les questions notamment d'étapes? Est-ce qu'on passe sur une étape, une Europe, zone euro, ou alors on prend tous ensemble et on avance à son niveau? Moi, je pense que ce sont des questions centrales sur lesquelles les chefs d'État, mais même la Commission européenne, doit avoir des solutions. Et nous, en tant que parlementaires, nous sommes prêts à prendre ce genre d'initiative. Dans les grands débats d'idées, on est dans la solution des grosses questions les unes après les autres, j'allais dire. On est un peu dans cette procédure-là. Oui, mais il faut aller vite parce qu'il y a deux enjeux. C'est-à-dire qu'en France, on a une élection présidentielle où si, malheureusement, le Brexit a lieu, c'est-à-dire les eurosceptiques en France vont brandir la question du référendum. Et ensuite, on a l'Allemagne, tout de suite dans la foulée. Donc vous voyez que le terreau, si on ne réagit pas tout de suite, le terreau de l'euroscepticisme gagnera dans les esprits et ensuite demain dans les votes. Parce que c'est un pays Patrick fondateur. Péricou, j'allais vous dire. C'est un pays fondateur, le Royaume-Uni. Voilà. C'est ça. Est-ce que l'Europe est au péril de ce Brexit, on pourrait dire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez ça? Au péril, non. Mais c'est un événement qui s'ajoute à une multitude d'autres, c'est-à-dire ce qui a été fait à la Grèce et qui a donné l'image la pire des institutions européennes, très autoritaires, qui imposent. La manière dont je n'ose pas employer ce mot gérer, dont est appréhendée la question des réfugiés, celle de la paix et de la guerre, la solidarité entre pays européens, contre le terrorisme. Voilà une multitude de questions qui sont posées, qui pourrissent au fond jusqu'à l'idée même, et ceci ajoute encore à cela, avec vraisemblablement, s'il y avait la sortie, c'est vrai ce que dit Karima, il y aurait un débat vraisemblablement d'une autre nature dans tous les pays européens, dans le nôtre, mais aussi dans d'autres pays européens. Alors juste un petit jeu pour terminer. Si vous aviez un conseil, j'allais dire, à donner pour ces élections, un argument avancé, quel serait-il, Isabelle Thomas? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à des électeurs britanniques pour tenter de les convaincre? Difficile, mais je dirais que plus on sera fort, donc plus on sera nombreux, plus on sera fort, et plus on sera fort, et plus on pourra réguler une économie mondiale qui est dévastatrice, réguler, y compris d'ailleurs aider les pays en développement à retrouver... bref, plus on sera nombreux, plus on sera fort, plus on pourra peser sur l'avenir de ce monde qui va très mal. Et voilà, et je pense moi que les solutions, elles sont dans ce rassemblement et non pas dans la division. Comme on disait avant, le parti ne se renforce pas en s'épurant. Karima Delli, hein? Moi, je dirais juste que l'Europe était une utopie, mais maintenant, l'Europe va devenir une réalité. Mais c'est ça, voilà. C'est ça, on passe de l'Europe utopie, donc maintenant, il faut que l'Europe devienne une réalité. C'est pour ça qu'il faut avancer, il faut la construire, mais avec un autre projet politique qui donne envie et qui redonne espoir, et de montrer à quel point les solutions, elles ne viendront pas des États. C'est réellement, elles viendront de l'Union européenne. Alors on ne va pas jouer les bookmakers, c'est une spécialité britannique, mais vous pensez quoi du résultat final? Comment vous ressentez les choses? Comment vous ressentez ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que vous dites? Les derniers sondages que j'ai vus, c'est-à-dire hier soir, donnaient vraiment... Ils en sortent, des sondages, ils donnent vraiment 50-50. Moi, je pense que réellement, ils vont sortir.
Ah ouais, tu Ah vois. ouais. Moi, je dis- Ah oui. Et je pense qu'ils vont sortir et c'est pour ça qu'il faut préparer l'électrochoc et préparer justement l'alternative à un nouveau projet politique européen. Patrick Le Héric, même chose, un conseil, un pronostic, j'allais dire. Le pronostic, non, mais moi, ce qui est valable pour les citoyens du Royaume-Uni comme les autres citoyens, notre grande question à tous, aux salariés, aux syndicalistes, aux associations, aux mouvements de consommateurs, aux mouvements écologistes, c'est de se retrouver, de se rassembler ensemble, non pas pour faire table rase, mais pour dépasser la construction européenne actuelle, la refonder totalement pour un nouveau projet social et environnemental. Merci à vous, merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps, Merci sur à votre emploi du temps ici au Parlement européen. Résultat, dans le 23 juin, donc à la prochaine session du Parlement, on va bien sûr, bien entendu, y revenir d'une manière ou de l'autre. Merci à vous tous, merci à vous qui nous avez suivis. Sur le site de l'humanité.fr, vous retrouverez l'autre débat de cette session au Parlement européen. Il porte, on en a parlé déjà un petit peu, sur la politique économique et sociale de l'UE, au moment là où la Commission européenne, on s'en est rendu compte, notamment spécialement en France au cours des dernières semaines, se mêle de plus en plus de ces questions sociales dans les pays membres. Au revoir, merci à vous.